centré, contre la tête. Snoop Dogg. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Synthé Night Club. Je suis très heureux de vous retrouver à la présentation de cette émission. Je rejoins l'équipe après avoir été invité il y a quelques semaines. Je suis également très heureux de vous retrouver après une victoire de l'AS Saint-Etienne, parce que bien sûr, je pense que ça n'a échappé à personne. Ce week-end, on a gagné à l'extérieur, on a gagné contre un concurrent direct. Donc écoutez, je pense qu'on est tous de bonne humeur ce soir, et puis on va se rappeler des souvenirs de la veille tous ensemble, et on va analyser un petit peu ce qui s'est passé. Ce soir, on est en compagnie du talk show stéphanois, représenté ici par Rémi. Pardon, comment ça va ? C'est ça, ça va super, et, heureux d'être avec vous ce soir et content de pouvoir débriefer une victoire, vu qu'elles sont rares cette saison. Ouais. Ouais, faut en profiter parce qu'on n'aura pas tous les lundis des émissions aussi agréables, je pense. Je suis également en compagnie de Pierre de Saint Inside. Comment ça va, Pierre ? Bah ça va. Lendemain de victoire, ça peut caler. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et on est également en compagnie de Kevin, qui va être votre nouvel interlocuteur avec le chat. Donc c'est lui qui va faire un petit peu le relais entre les chroniqueurs et le chat. Bienvenue à toi, et comment vas-tu ? Bonjour à tous. Merci. Je vais essayer de faire au mieux, de faire remonter les bons messages. Alors soyez actifs et soyez présents. Voilà. N'hésitez pas à parler dans le chat, on ne vous ignore pas. J'ai le chat sous les yeux, et Kevin là aussi également. Et il nous fera remonter les remarques les plus intéressantes. Et puis ce soir, on est en compagnie bien sûr d'un invité. On est avec Martin, qui est journaliste chez Eurosport, qui suit la Ligue 1 notamment, qui suit pas mal l'équipe de France aussi depuis 2014. Tu m'arrêtes si je me trompe. Qui s'intéresse beaucoup au mercato également. D'ailleurs, tout à l'heure, je suis passé sur le site de Eurosport un petit peu pour voir ce que tu avais écrit, mais il y a plus de 3000 articles, donc tu es très productif, je pense qu'on peut le dire. Et donc, bienvenue parmi nous, et tu es évidemment supporter des Verts, sinon tu serais pas là. Merci, merci pour l'invitation. Oui, il y a beaucoup d'articles, mais ça fait très très longtemps que je suis à Eurosport depuis Il y a de la 2007. belle production. Ah oui, j'ai un grand âge, j'ai un âge déjà avancé. Ça s'entend pas dans ma voix parce que j'ai fait 2-3 opérations, ce qui fait que je garde une voix de jeune homme, mais non, je suis plus tout jeune. Ça fait très longtemps que je suis à Eurosport. Je suis très content d'être là, très content de votre invitation et toujours très très heureux de parler de l'AS Saint-Etienne. Donc ça va être chouette. Et nous aussi, on est très heureux de t'avoir. Tu commentes aussi la Coupe de France sur Eurosport, donc si vous regardez les matchs de Coupe de France, vous aurez le plaisir de le retrouver là également. Ce que tu nous as dit en off juste avant, on peut le dire, on peut teaser, ou c'est pas encore officiel ? Bien sûr. Mercredi, Sedan-Angers. Alors, quand on est supporter des Verts, Sedan-Angers, on se dit peut-être mieux à faire à 16h30, je crois, le coup d'envoi mercredi. À Angers, il y a Loïs Diony, on peut prendre des nouvelles des anciens. Déjà, première très bonne réponse et première raison de regarder ce huitième de finale, il y a Loïs Diony. Et aux commentaires, alors non pas moi, mais surtout Loïc Perrin, qui sera donc le consultant. Loïc Perrin, capitaine emblématique, iconique de l'AS Saint-Etienne, qui commentera ce match. Donc venez sur Eurosport, évidemment, mercredi à 16h30. Mercredi à 16h30. Et Loïc Perrin, bien sûr, vous n'aurez pas raté la petite vidéo qu'ils ont postée sur YouTube le 1er avril, où il appelle un petit peu les abonnés pour prendre des nouvelles. Peut-être qu'on en parlera un petit peu ce soir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce soir, on va parler bien sûr du match contre Nîmes, donc qui a eu lieu hier. On va essayer de débriefer un petit peu, savoir vos tops, vos flops. On va bien sûr mettre un gros coup de projecteur sur Étienne Green. Je pense que c'est un petit peu la belle histoire du week-end. On aura aussi la chronique, le coup de Grisou, qui est donc un petit coup de gueule, ou en tout cas un avis tranché, comme on dit chez nos amis d'RMC, sur l'AS Saint-Etienne. Et ce soir, c'est Pierre qui s'en charge et qui nous parlera un petit peu des finances du club, voilà, histoire de retomber un petit peu l'euphorie de la veille. Et puis on parlera bien sûr de la semaine prochaine et de la rencontre qui nous attend face à Bordeaux. Et je vous propose qu'on passe tout de suite à la première partie, le débrief.
Alors, messieurs, au niveau du débrief, on va commencer par un petit tour tout simple des chroniqueurs. Qu'est-ce que vous avez pensé du match? S'il y a une chose que vous devez retenir de ce match, qu'est-ce que c'est, à part évidemment les 3 points? On va commencer par Pierre, dis-moi, qu'est-ce que t'en penses? Alors moi, pour faire en une phrase ou deux, j'ai trouvé que c'était un match bien maîtrisé du début à la fin. Voilà, on va développer par la suite, mais si je On va devais développer. retenir une chose, ce serait ça, un match qui a été bien maîtrisé. Ok, Martin? Moi, je J'imagine que retiens. t'as pu voir le match quand même? Ah oui, 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 tout à fait. Moi, je retiens Kazri Bwanga, qui ont eu une saison hyper compliquée, mais qui prouvent qu'ils restent des joueurs d'immense talent et que l'effectif de l'AS Saint-Etienne n'a rien à faire à la position à laquelle il est aujourd'hui. Avec ces deux joueurs-là en pleine possession de leurs moyens, on imagine que Saint-Etienne aurait pu viser beaucoup plus haut. Et moi, je retiens le pétard de Kazri qui sauve les Verts à Angers, qui sauve les Verts à Nîmes. C'est presque les deux buts les plus importants de la saison. Et si aujourd'hui Saint-Etienne peut avoir un avenir un peu plus serein devant lui, c'est aussi et surtout grâce à lui. C'est sûr. Bah, là, Kazri et Bouanga, c'est 3 buts ces derniers temps. Donc, c'est sûr qu'ils reviennent un petit peu en forme. Et toi, Rémi, du coup? Bah, alors moi, sur le match en lui-même, globalement, c'est sûr qu'on a eu la maîtrise du ballon. Bon, face à une adversité assez pauvre, ça, on va pas se le cacher, hein, parce que Nîmes, hier, ils réalisent peut-être leur plus mauvais match depuis ces dernières semaines. Mais je nous ai trouvé quand même un peu timorés et on s'est pas mal reposé du coup sur des exploits personnels. Donc pour moi, on aurait pu se mettre à l'abri plus rapidement et vivre une fin de match tranquille. Et là, avec le penalty qui a été sifflé à la fin, on aurait pu se mettre en grand danger. Heureusement, bah, Green l'a sorti justement. Donc, Ouais, on va peut-être dire un petit mot de l'arbitrage aussi pendant ce Saturday Night Club. C'est pas impossible qu'on revienne à un moment ou à un autre sur les 15 minutes de VAR qui nous ont été volées dans ce match, entre autres. Justement, pour reprendre un petit peu depuis le début, en termes de composition d'équipe, donc vous l'avez sous les yeux ici, il y a donc Etienne Green dans les cages, Debuchy à droite, Cissé Moukoudi en charnière, Trauco à gauche, Kamara Neyou au milieu, Kamara Neyou Aouchiche pardon au milieu, et Nordin, Kazri et Abi. Alors ça c'est la compo qui est affichée, mais Nordin a été remplacé au dernier moment par Bouanga parce qu'il s'est fait mal à l'entraînement. Est-ce que déjà cette compo de Puel vous a plu, Martin? Est-ce que par exemple toi t'aurais vu quelque chose de différent dans cette compo de départ? C'est-à-dire qu'on fait un peu avec les moyens du bord aussi, hein. Moi, caserie avançante, je suis pas fan. Mais force est de constater que ça fonctionne. De toute façon, les Verts, ils ont deux gros points faibles cette saison, c'est au poste de gardien pour moi et au poste d'avant-centre, qui sont malheureusement les deux postes les plus importants. Donc c'est du bricolage à la fois au poste de gardien et au poste d'avant-centre. Après, ça a marché à Nîmes, puisque c'est quasiment c'est même les deux meilleurs joueurs du match, Green et Kazri. Moi, j'aime bien ce milieu parce que c'est un milieu un peu créatif avec Aouchiche et avec Neyou. Même si peut-être on parlera d'Aouchiche, mais il faut vraiment et vraiment qu'il franchisse un palier Ouais. maintenant, parce qu'il a du temps de jeu, mais c'est encore très très léger. Et après, derrière, je te dirais que moi, si c'est Moukoudi, c'est vraiment, vraiment l'assurance touriste de ces dernières semaines, et c'est ce qui fait. On n'en parle pas énorme, parce qu'on parle beaucoup de caserie, on va beaucoup parler de Green aussi, mais mine de rien, si c'est Mkoudi, surtout quand le plan de jeu de Nîmes, c'est de balancer des grands ballons devant sur leur attaquant, quand derrière, tu as les deux tours de contrôle qui te renvoient tout, c'est une charnière. Les Verts ont trouvé une charnière, en tout cas, qui est efficace. Donc non, c'est une compo où il n'y a pas grand-chose à dire. Moi, je reste je ne sais pas si ça se dit, mais un bouanguiste, c'est-à-dire que c'est vraiment un joueur que j'aime bien, Bouanga. Je sais qu'il s'est fait tailler des costards toute la saison, mais je trouve que c'est un joueur qui amène toujours quelque chose, qui est généreux, qui travaille énormément, qui a un gros volume de jeu offensif, défensif. Il a eu du déchet devant les buts, ça c'est une certitude depuis le début de saison. Mais c'est un mec, tu sais qu'il il triche pas, quoi. Il fait Il lâche des pas. appels. Ah ouais, non mais et puis hier j'étais content qu'il marque parce qu'en plus ça récompense son activité. Mais voilà, ouais, c'était une composition d'équipe, j'allais dire, oui, enfin, tout à fait
fonctionne, quoi. Qui fonctionne tout à fait. Ça a fonctionné, effectivement. Il y a un truc, moi, que j'ai trouvé plutôt sympathique en première mi-temps, c'est aussi le positionnement d'Abi. Alors, j'ai vu qu'il avait eu une assez mauvaise note dans le journal de l'équipe, mais Pierre, par exemple, sur le côté, Charles Abi, pour toi, c'est juste pour dépanner hier, ou c'est quelque chose qui peut s'installer un petit peu, ou c'était vraiment juste pour dépanner, et en fait, son vrai poste, c'est dans l'axe. Alors effectivement, j'étais assez surpris de voir qu'il était sur le côté droit. Donc à savoir qu'il a été formé sur l'aile, Charles Aby, et j'ai trouvé qu'il avait fait un bon match. Effectivement, son 4 dans l'équipe pour moi n'est pas justifié. Et donc bonne prestation hier de la part d'Aby. Et ce joueur, il a pas mal été critiqué depuis le début de la saison, à juste titre je pense. Mais force est de constater que depuis début 2021, Charles Aby, c'est quelques statistiques. Il a mis 3 buts, des buts importants, et 2 passes décisives sur les 2 buts de Cazerie. Le premier à Angers et celui hier à Nîmes. Donc satisfait de la prestation de Charles Aby et il commence à avoir quelques statistiques sympathiques. Et, Après, je sais pas si je peux ouais. réagir Vas-y, là-dessus. vas-y, on est là pour dialoguer. Bon, alors, je vais pas être trop sévère avec Aby parce que c'est un jeune joueur, mais je le trouve encore un peu léger devant le but, quoi. Hier, je crois que c'est Trauco. Je sais plus qui lui met une galette en tout début de match. Trauco. Ouais, c'est Trauco et il est un peu en retard. C'est là où il doit gagner en fait. C'est là où il doit progresser. Ça doit être un tueur dans les 6 mètres et c'est ce qu'il n'est pas. Il a du mal, mais encore une fois, je le condamne pas. Je condamne pas sa carrière, etc. Peut-être qu'il fera une grande carrière ou une carrière même honorable en Ligue 1, on lui souhaite. Mais ce passage jeune pro. Il y en a beaucoup, c'est pas le premier à se casser les dents, mais voilà, il manque encore un peu devant les buts de. Alors, tu as raison, c'est vrai qu'il fait des stats. Après les 2 passes décisives sur Cazerie, c'est quand même Cazerie qui met 2 menaces. Je veux dire, c'est pas C'est de vrai. galette. Ouais. C'est vrai. C'est pas des galettes. Mais ça reste, je suis d'accord avec toi, il fait des stats au moins. Et il est en net progrès. Mais moi, il me frustre un petit peu encore, Habib. D'abord parce qu'aussi on lui a donné beaucoup de responsabilités, c'est-à-dire qu'on a fait le ménage au niveau des neufs. On s'est dit ça va être lui le neuf de l'AS Saint-Etienne cette saison. Et force est de constater que c'est un peu quand même compliqué et peut-être un peu tôt. Voilà, c'est peut-être un peu tôt pour lui donner autant de responsabilités. Enfin, c'est mon avis. Mais même lui, hein, il le dit, je l'ai entendu en interview récemment où il disait que c'était arrivé très 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 vite hein, pour lui. Et Rémi, toi du coup, là on est sur un 4-3-3 pour ce match. On avait déjà vu du 3-5-2 pas mal ces derniers temps. J'ai souvenir qu'à Metz notamment, on avait joué avec un 3-5-2 qui avait plutôt bien fonctionné. Est-ce que toi tu penses que c'est un schéma tactique qui convient en tout cas à ce 11 de départ? Oui, oui, oui. Moi, depuis le début de la saison, j'ai souvent réclamé un 4-4-2 en losange, sauf que, bon, avec l'effectif qu'on a et les joueurs à la disposition de Puel, c'est compliqué à mettre en place. Donc pour moi, le 4-3-3, c'est le système qui est le plus viable pour l'instant et pour terminer la saison. On n'a pas de vrai attaquant de pointe, mais Kazri, il peut faire l'affaire et dépanner jusqu'au terme de la saison. Après, il partira ou partira pas, ça on verra. Mais ce 4-3-3 là, faut plus le changer pour moi. La Ouais. défense à 5, ça a été souvent des matchs assez compliqués. Sauf si on joue contre un gros, là, à la rigueur, bon, ça peut passer. Mais, mais je vois pas pourquoi faudrait changer, surtout là maintenant à 7 matchs de la fin. Alors, on va passer à la catégorie top et flop, histoire d'avancer un petit peu. Je rappelle quand même que dans ce groupe, il manque certains joueurs dont on a presque oublié qu'ils auraient pu être présents dans ce groupe. C'est notamment Kolo Djezak qui a été juste écarté du groupe. Il est pas blessé ou quoi que ce soit. Donc, je sais pas si vous qui êtes un peu plus journaliste que moi, supporter, vous avez des infos là-dessus. Alors non, mais Kolo Djezak, il fait quand même une saison absolument horrible. Ah, c'est infâme, ouais. Et C'est c'est pas la horrible. première en plus. C'est pas la première. Et quand tu as ce que je disais tout à l'heure, Cissé et Moukoudi, il n'y a pas photo. Derrière, tu mets peut-être un jeune. Mais Kolo Djezak, tant qu'il ne retrouve pas ses esprits, il a coûté un nombre de points, notamment à l'automne. Hein, si mes souvenirs sont bons, absolument invraisemblable. C'est très très compliqué. Et c'est dommage parce que quand il était prêté, il avait fait une saison mais fantastique, absolument fantastique.
Et depuis, c'est très très compliqué pour Ouais. Isaac. Manque de vitesse dans les duels et tout. Enfin, ouais, c'est dur. Quand il avait été prêté, il était plus utilisé au poste de latéral gauche aussi, non? C'est Oui. vrai, c'est Parce vrai. que Même, en C'était tant que la saison. latéral gauche, j'ai été étonné, moi, justement, de ne pas le voir dans le groupe ce week-end, alors qu'il y a Gabriel Silva qui apparemment, Puel ne le tient pas du tout en estime. Gabriel Silva, on voit bien que cette saison, il a quasiment pas joué, il est quasiment jamais dans les groupes. Et là, le fait qu'il passe, hein, entre guillemets, dans la hiérarchie devant Colo, ça m'a quand même étonné. mais je pense enfin, soit il s'est passé quelque chose à l'entraînement, soit Puel, on sait, C'est hein, possible. il est intransigeant, hein, donc il y a pas de statut, Hmm. voilà. Hein. Et puis Puis c'était Toulouse plus embrouillé aussi Là, avec Paolo était, Chiesa. était absent, mais lui, pour le coup, je crois que c'était plus un pépin physique parmi les potentiels titulaires. Alors, dans le chat aussi, n'hésitez pas à nous donner. Donc, allez, on va essayer d'être concis, comme ça, c'est un petit peu plus difficile comme exercice intellectuel. Un top et un flop. Vous me donnez un top et un flop dans le chat. Et je vais vous demander, pareil, messieurs, si vous devez retenir un seul des joueurs stéphanois hier, et si vous devez, que ce soit en positif et en négatif, ce serait quoi? Enfin, joueur ou pas joueur, d'ailleurs, ça peut être entraîneur, ça peut être arbitre, ça peut être autre chose. moi, je vais y aller, hein. Vas-y, vas-y. Vas-y, Alors, vas-y. alors moi, en top, je mettrais, pour pas faire un peu comme tout le monde, je mettrais Moukoudi. Évidemment, j'aurais pu mettre Green ou Kazri, mais Moukoudi, pour moi, il représente vraiment la stabilité défensive retrouvée. Il est ultra solide, rarement pris à défaut dans les duels. En 1 contre 1, franchement, bon, là, c'était avec tout le respect que j'ai pour les Nîmois, c'était une haute adversité en face, mais régulièrement, même contre les gros, il y a pas mal d'attaquants qui se cassent les dents face à lui. Ouais. Et après, en flop, Et il a je failli mettrais marquer en plus, Moukoudi. En plus, oui, il tape la barre, ouais, c'est vrai. Donc, ouais, pour moi, Moukoudi, c'est vraiment le patron de notre défense. Et en flop, je mettrais Neyou, qui pour moi était le moins bon hier, tout simplement. Ok. Moi, Ouais, on est d'accord, il a été un petit peu transparent et son remplacement a fait un petit peu de bien en fin de match. Martin, toi, t'en penses quoi si tu devais retenir un moi élément positif et un négatif? c'est difficile de pas mettre en trop le petit Green quand même, parce que Ah c'est ouais, son premier match. c'est la Tu belle te dis, histoire. il manque le titulaire, son remplaçant numéro un, dans un des matchs les plus importants de la saison. Et moi, plus que son. Alors évidemment, sa performance, elle est géniale, parce qu'il arrête un péno, puis tu le sens très sûr. Au-delà de ça, c'est son attitude. Tu as l'impression qu'il joue un match de U17 le dimanche matin, tranquille, quoi. Que ce soit son interview de fin de match, même au début, tu le sens très serein, jamais la panique sur ses yeux, jamais la panique dans ses interventions, hyper sûr de lui. Et je pense que quand tu as un gardien de but comme ça, qui diffuse comme ça une espèce de sérénité, je pense que ça rejaillit sur la défense évidemment, mais même sur le collectif. Et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant, le petit Green. Donc voilà. Et en flop, je mettrais quand même Aouchiche, parce que ça se voit en plus, d'autant plus dans les matchs comme ça, qui sont des matchs au couteau, qui sont des matchs dans le combat. Il est encore trop léger. Il est Ouais. trop léger dans le combat, il est trop léger dans les duels. Il a beaucoup de ballons, ça c'est sûr, c'est certain. Il donne un joli petit ballon, notamment à Camara en fin de match, sur une belle occasion, mais c'est encore très léger. Alors oui, il fait 4 passes D cette saison, mais je trouve que, un peu comme Abi, le passage du énorme espoir, alors lui encore plus, hein, énorme espoir chez les jeunes à joueur de Ligue 1. Mais c'est marrant parce que j'avais interviewé son sélectionneur en début de saison qui me disait ça va être, de toute façon, le passage il est compliqué. Mais peu elle a raison de le faire jouer parce que c'est comme ça qu'il progressera. Bien sûr. Mais hier dans les duels, il est dans l'évitement. Et bah, en Ligue 1, Il a tu peux beaucoup de pas. mal à se positionner aussi, à trouver sa place sur le terrain, j'ai l'impression. Après, je pense que Puel lui donne une certaine liberté. Et je trouve ça pas mal parce que c'est vrai que tu as besoin de lui un peu sur tout le front de l'attaque et c'est bien d'avoir un petit élément comme ça assez libre. Et même sur les coups de pied arrêtés, sur les coups de pied arrêtés, il peut faire mieux quand même. Donc, moi, c'est ma petite déception de dimanche. Et Pierre, toi, si tu devais retenir un élément positif et un négatif? Alors, l'élément positif, je choisirais Wabi Kazri, Ouais. parce que clairement, il revient en bonne forme. Et il Et ouvre c'est la voie. capital pour la fin de saison.
Voilà, comme ça a été dit tout à l'heure, il nous sauve déjà à Angers d'une magnifique frappe. Il refait exactement pareil face à Nîmes. Donc vraiment, s'il y a un joueur à sortir de ce match, c'est Kazri. Et au niveau des flops, ça sera pas un joueur stéphanois, ça sera l'arbitre. L'arbitre qui a forcément fait une prestation terrible. Déjà au bout de 40 secondes, quand il y a Lucado qui fait un attentat sur Bouanga, il me semble, Ouais, c'est ça. voilà, et qui a même pas faute, ça c'est un problème. Et le penalty sifflé à Green, c'est aussi Incompréhensible. catastrophique. C'est un scandale. Heureusement qu'on gagne ce match, parce que si on se fait rattraper ou voilà, c'est terrible d'être arbitré comme ça et c'est incroyable, vraiment incroyable. Et d'ailleurs, je précise, tant qu'on est sur l'arbitrage aussi, que je pense qu'on a tous été, mais tous été frustrés que le but d'anniversaire de Romain Amouma ne soit pas validé. D'autant plus que l'annulation arrive après 3 ou 4 minutes de VAR. Et si, enfin, c'est que mon avis, mais si on a besoin de 3 ou 4 minutes pour déterminer s'il y a un hors-jeu ou pas, c'est qu'il n'y avait pas vraiment hors-jeu dans l'esprit du jeu. Parce que du coup, c'est que ça se joue à 1 millimètre ou 2. Et d'autant plus que à la télé, on nous a pas remontré les images du hors-jeu, ou alors je les ai pas vues. On Si, les a vus. si, on Il les est a hors vus. jeu. Ah bon. Si, il y a Il est hors-jeu, hors-jeu. il y a hors-jeu. Donc, Ok. et d'ailleurs, juste pour revenir Bon, sur bah, Green, je suis juste frustré alors. Ouais, c'est ça. Mais c'est Green qui lance Bouanga d'ailleurs, qui fait un En super plus, ouais. dégagement et qui le lance magnifiquement. Mais pour le coup, là, bon, il y a hors-jeu, quoi. Après, oui, c'est sûr. Est-ce que ce hors-jeu est absolument décisif dans l'élaboration de ce but? C'est peut-être pas dans l'esprit du jeu, mais pour le coup, il y a hors-jeu. Contrairement au péno, où franchement, là, c'est incompréhensible. Là, pour Bah, le le coup, penalty, c'est scandaleux. Ouais. Ah, c'est Scandaleux. Et alors, dans le chat, du coup, Kevin, les tops et les flops, alors j'avoue avoir un petit œil qui ziote sur le chat, et c'est vrai qu'on n'a pas parlé de Camara, va falloir qu'on en parle. Ouais, Ah ouais. c'est surtout Green et Idéal Kazri, original. grande surprise, qui ressortent. Après, bon, il y a beaucoup de messages pour Camara, mais bon, c'est la même personne qui a fait les 27 messages, donc on va nuancer. Mais non, mais c'est vrai que Camara a un gros match. Mais ouais, sur les flops, c'est plus, sans grande surprise, pareil, hein, c'est l'arbitrage, la VAR. Ça, il n'y a pas de surprise là-dessus. C'est ce qui a le plus marqué le match dans le sens négatif. Mais j'ai envie de dire aussi, si on parle finalement peu de Camara, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est qu'on s'est aussi un peu habitué quelque part à ce qu'il nous fasse des prestations de qualité. Malgré les résultats en dents de scie cette année, Camara, il a toujours été régulier, il a été un petit peu notre phare dans la tempête toute cette saison, donc c'est vrai qu'on oublie même d'en parler alors qu'il a fait une très bonne prestation. Encore hier, il s'est beaucoup projeté, Il fait une il passe a D. été très utile, hein. Il a fait une passe D, ouais. Il fait une passe D sur Bouanga, il a une activité incroyable. Et surtout, je parlais d'Aouchiche tout à l'heure qui a du mal dans les duels, etc. Il doit compenser. Parce que Neyou et Aouchiche, ils font pas un grand match dimanche. Et c'est Camara qui tient la baraque. Hein. C'est Camara qui tient la baraque au milieu. On peut lui reprocher plein de choses. Parfois, sa technique un peu. Voilà, ses passes un peu longues. Mais honnêtement, dans l'état d'esprit, moi, c'est mon coup de cœur de la saison, Camara. Quand je l'ai vu débarquer dans l'équipe type, je me suis dit. Ah, c'est peut-être un peu juste encore. Hein. C'est quand même peut-être un peu juste. Et en fait, il compense avec le cœur. Et c'est typiquement le genre de joueur qu'à Saint-Etienne, si Geoffroy Guichard était plein, il aurait déjà sa chanson, Camara. Ouais. Parce que c'est typiquement le genre de joueur que les Stéphanois adorent. Oui, et puis je pense qu'il répond totalement à ce que lui demande Puel aussi. Parce que c'est C'est pas un vrai. joueur, on l'attend pas pour qu'il nous délivre 15 passes décisives dans la saison, qu'il réalise des gestes techniques chaque week-end exceptionnels. Dans son style de joueur, c'est vraiment ce qu'il fait. C'est intéressant chaque week-end, moi, je trouve. Puis c'est 3 buts, il me semble, hein, cette saison, hein, déjà, Camara. Hein. 3 buts, ouais. C'est pas C'est plus que rien Verratti pour dans un... toute sa carrière. Bah ouais, non, mais c'est vrai. Pour un milieu def central, franchement. Et pour quelqu'un en plus qui découvre quand même le haut niveau. Hein. La Ouais. saison dernière, il est lancé par Puel, mais avant, il avait quasiment pas joué, il me semble, de mémoire. Alors évidemment, on va parler d'Etienne Green, hein, on va faire, on en a peu parlé pour l'instant, mais on va faire un petit coup de projecteur juste après. Petit point classement, donc là je voulais afficher. Saint-Etienne est actuellement 15e de Ligue 1 avec 36 points. Et comme vous le voyez, on en parlait juste avant l'émission en off, c'est vrai que à 3 points devant nous, il y a la 12e place qui
qui se profile, mais surtout, déjà parler de ce qu'on voit devant nous, c'est une nouveauté parce que jusqu'ici on regardait derrière, et derrière nous on a Brest à 35 points, on a Lorient à 32 points, on a Nîmes à 29 points, Nantes à 28 points et Dijon à 15 points. Déjà dans le chat, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que le maintien est... c'est bon, c'est réglé, on n'en parle plus, ou est-ce que il y a quand même encore une petite pointe d'angoisse, et toi Pierre, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que c'est réglé, ou est-ce que bon, on va rester humble encore un petit peu? Effectivement, hier, on a fait une bonne partie du chemin, je pense. Mais pour moi, on n'est pas encore sauvé. Là, on a 36 points. Je pense qu'il faut encore 2 victoires. Donc, C'est ce que sachant disait que... Puel, il disait 5 ou 6 points. Ouais, je suis assez d'accord avec lui. Après, probablement que à 40 points, ça doit passer. Mais voilà, pour être sûr, faut être focus, faut viser 2 victoires. On va y revenir plus tard dans le live, mais voilà, le match contre Bordeaux est capital. Pour moi, c'est pas encore fait. En bonne voie, mais il faut rester humble. Il reste 7 matchs, il faut prendre les points, il faut pas se croire arriver avant la ligne. Moi, la victoire on de est ce d'accord. week-end, elle m'a rassuré, mais l'équipe a rarement été régulière cette saison. Donc là, le match de ce week-end, pour moi, ça va être un nouveau tournant. Et si on bat pas Bordeaux, il va falloir encore trembler pour les semaines à venir, parce qu'il y aura des gros matchs aussi hein, derrière. Tout à fait. Tout à Bordeaux fait qui a le même d'accord. nombre de points que nous d'ailleurs. Et en plus. Ils sont juste devant. Ap- Après, pour moi, Dijon, c'est terminé. Nantes, ça va pas vite du tout. Et ils sont vraiment dans une sale spirale. Nîmes, on l'a vu hier, il y a quand même un écart de niveau pour moi. Donc c'est pas fait, Mais mais ça la sent bon. victoire d'hier, les victoires de dimanche, elles comptent double. Ouais, il y a encore peut-être une victoire à décrocher, un nul à arracher. Après, Saint-Étienne a un calendrier compliqué, hein. C'est-à-dire que tu vas à Paris, tu termines à Lille, me semble-t-il. Donc, t'as Marseille Montpellier, aussi. Ouais, tu Marseille. vas à Montpellier. On l'a sous C'est les yeux peut-être- là, du coup, c'est semaine prochaine Bordeaux, ensuite PSG, ensuite Brest, Montpellier, Marseille, Lille, et on termine par Dijon. Donc c'est vrai que on a un calendrier assez difficile, et quand on regarde par rapport à nos concurrents directs, c'est peut-être nous qui avons le calendrier le plus difficile, ouais. Après, Bah, t'as les quand points. même une petite marge. Quand même une belle marge, même, je dirais, Mm. sur notamment le 19e et le 20e. Donc, Les points à prendre, ils seront dès ce week-end contre Bordeaux, après contre Brest, et dernier match de la saison contre Dijon, hein. Si on gagne les trois, ça fait 9 points, et logiquement, on est c'est plutôt bien. réglé. Ouais. Ah oui, c'est réglé. Ah, c'est Alors, réglé si tu Mm. t'en gagnes 3. Hein. on est déjà un peu à la bourre, mais bon, on a envie de parler de plein de choses. Le chat, alors, ils en pensent quoi? Est-ce que c'est bon, ces petites chaussettes pantoufles ou pas? Non, c'est pour beaucoup, c'est comme vous, hein, ça va se jouer après Bordeaux. C'est là qu'on fera les comptes et c'est là qu'on verra où est-ce qu'on pourra regarder, si on regarde devant ou si on regarde derrière, quoi. Ok, bon, parfait. Et bah écoutez, je pense que c'est le moment de parler un petit peu de notre Étienne Green régional, j'allais dire national, mais régional. Donc le petit jeune qui est né à Colchester, qui est arrivé à l'âge de 9 ans, je crois, à l'AS Saint-Etienne. Il a fait toutes ses classes à l'AS Saint-Etienne. Et ce soir, premier match, hier soir, pardon, premier match et première performance très très réussie. De vous trois, honnêtement, qui l'avait déjà vu jouer? Parce que moi, j'avoue que j'avais déjà vu jouer Ruffier, Moulin, Bajic un petit peu dans les matchs de préparation et une ou deux fois cette année. Mais j'avoue qu'Étienne Green, je le découvrais vraiment, à part son nom qu'on avait déjà lu dans un ou deux articles, je le découvrais vraiment hier soir. Est-ce que c'est un joueur que vous aviez déjà vu? Et si oui, est-ce qu'il vous a surpris? Moi, jamais Martin, vu. je t'écoute. Jamais vu, moi, perso. Ouais. Donc, je Moi découvrais non hier. plus. Moi non plus. Si je peux me permettre, moi hier avant le match, j'étais vraiment dubitatif. Je suis allé regarder ses stats cette saison en N3. Donc en fait, il avait fait 2 matchs et il avait encaissé 5 buts. Alors, c'était peut-être sa défense, mais voilà, c'est le genre de stats qui ne rassure pas. Donc pour être honnête, j'étais assez dubitatif. Mais au final, ce Etienne Green, il m'a fait passer un super dimanche. Moi, j'ai adoré son jeu au pied. J'ai adoré l'injustice sur le penalty
En fait, il transforme cette injustice à son avantage en arrêtant le penalty. J'ai adoré l'accueil de ses coéquipiers dans le vestiaire, mais je veux pas faire le rabat-joie. Je veux juste pas qu'on tire de conclusions hâtives Ouais. sur ce joueur. J'ai envie de le revoir, mais je me rappelle aussi qu'un certain Anthony Mesional, il y a quelques saisons, Ouais. il avait fait un super premier match avec les Verts et après il n'avait pas confirmé. Donc j'espère vraiment qu'il va confirmer, mais j'attends de voir la suite. De Et toute façon, il n'est pas parti pour devenir, il n'est pas programmé pour devenir un titulaire indiscutable chez les Verts, logiquement. Même si l'histoire est belle, Hmm. il a toujours Bajic devant lui, dans la hiérarchie. Moulin, même si bon, ça devrait pas encore être le gardien titulaire pendant plusieurs saisons, mais C'est ça, en fait, la vraie question, c'est la suite. c'est C'est-à-dire ça. que sa première, elle est exceptionnelle à tout point de vue, mais même les relances à la main, au pied, tout est nickel hier. Donc Mm. tu te dis, soit on a affaire à un génie absolu et qui va faire une grande carrière, soit c'est sa première, il y a une espèce de voilà d'état de grâce, etc. Mais c'est vraiment ça. Alors, a priori, il rejouera contre Bordeaux, si j'ai bien compris, enfin, si Ouais. on en prend un peu les points Logiquement. actuels. Voilà, mais effectivement, il n'est pas programmé pour derrière. Mais Saint-Etienne, il va falloir très très vite s'atteler à ce problème-là, c'est-à-dire est-ce qu'on repart avec Jesse Moulin l'an prochain? Est-ce qu'on met Bajic tout de suite? En tout cas, c'est une question pour moi qui est fondamentale. Fondamentale. C'est-à-dire que si tu n'as pas un gardien qui te rapporte des points, et ben, tu vas vivre la même saison que cette année ou que l'année d'avant. Je ne sais pas si tu peux repartir avec Moulin l'an prochain. Je ne suis pas sûr. Est-ce que tu vas recruter? Est-ce que tu donnes les clés du camion à un petit jeune? C'est un poste fondamental. Hein. Là, on ne parle pas de l'arrière droit. Donc c'est un vrai débat qui va animer, à mon avis, les mois qui viennent à Saint-Étienne. Bah, c'est sûr que là, il y a eu le coup de cœur magnifique sur Etienne Green hier, mais moi j'ai en mémoire aussi le match à Nîmes, je sais plus du coup si c'était cette saison ou la saison dernière, où Moulin remplace Ruffier, Exactement. et où il fait un match spectaculaire, Fantastique. peut-être pas aussi phénoménal qu'Etienne Green hier, mais il fait, je me rappelle, un très bon match. Et puis après, bon, ça a été plus compliqué. Donc, on a envie de s'enflammer, je pense. Je pense qu'on a tous envie de s'enflammer. Mais c'est vrai qu'il faut rester prudent. On va passer à la partie suivante. On va faire le coup de grisou. On va mettre de côté le match contre Nîmes pour l'instant, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter, messieurs, ou des gens dans le chat. Nous, c'est tout bon, je pense. Ok. Ouais, c'est bon, ouais. Qui ne dit rien consent. Ouais, je vois qu'on me rappelle le timing. Effectivement, on est un poil à la bourre. On va passer donc au coup de grisou et on va parler un petit peu des finances de l'AS Saint-Etienne. Petite transition. Et c'est donc Pierre qui va s'y coller aujourd'hui. Nous t'écoutons. Alors, oui, effectivement, mon coup de grisou va concerner les finances de l'AS Saint-Étienne, donc qui sont dans le rouge, clairement. Donc, je vais me concentrer sur deux hypothèses. La première hypothèse, donc je vous l'accorde, elle est beaucoup moins probable depuis hier soir, c'est en cas de relégation en Ligue 2. Donc, cette hypothèse serait clairement une catastrophe pour notre club, sachant qu'on a un déficit d'exploitation qui avoisine les 40 millions d'euros. Si on rajoute la baisse des droits TV, toujours les gros salaires, le club serait vraiment en grand danger en cas de descente. Donc il pourrait clairement être en péril et ça pourrait aller même jusqu'au dépôt de bilan. Mais encore une fois, ce scénario, il est beaucoup moins envisageable depuis hier soir. La seconde hypothèse, donc qui est la plus probable, c'est le maintien en Ligue 1. Donc si on se maintient, on trouvera toujours des solutions pour combler ce déficit de 30 ou 40 millions. Donc la solution, ça sera la vente de nos joueurs bankable, donc nos jeunes joueurs, je pense notamment à Lucas Gourna, qui est évalué à environ 20 millions. Donc le problème, c'est qu'on sera dans la même politique que ce qu'on fait depuis 2 ans. Donc il y a 2 ans, on avait vendu Saliba à Arsenal. L'an dernier, on a vendu Fofana à Leicester. Donc on aura encore une fois un affaiblissement de l'effectif. Et cet affaiblissement, il pourra être comblé seulement par un recrutement judicieux. Donc cette année, on a su le faire avec quelques joueurs, que sont Neyou, que sont Masson. Mais voilà, il faut vraiment avoir des idées et c'est pas facile
C'est pas facile d'être compétitif en n'ayant aucun moyen. Donc, pour conclure, quelle solution le club peut-il trouver pour pallier à ces difficultés financières? Alors, malheureusement, il n'y a pas 150 réponses. Nos deux présidents, ils n'ont pas les fonds nécessaires pour réinjecter de l'argent frais. Donc, la seule solution, c'est la vente du club. La vente du club, oui, on est bien d'accord, mais pas n'importe comment et pas à n'importe qui. Donc, j'espère vraiment que nos présidents, messieurs Romeyer et Caiazzo, sont dans cette optique, car sinon, pour moi, dans tous les cas, le club va droit dans le mur. Peut-être pas cette saison, mais peut-être la prochaine. Voilà, donc c'était mon coup de grisou. J'aimerais savoir ce que vous en pensez également. Bah, qu'est-ce que t'en penses, Martin, déjà sur la capacité de Bernard Caiazzo et Roland Romeyer à lâcher l'affaire, parce qu'on sait que depuis quelques années, ils sont potentiellement, en tout cas, ils se déclarent vendeurs, mais au final, dans les faits, on voit bien qu'ils sont extrêmement difficiles, qu'ils en demandent beaucoup, ou alors qu'ils mettent des conditions impossibles à réaliser, comme le fait d'avoir un investisseur minoritaire qui n'ait aucune prise de décision. Est-ce que tu les vois lâcher le bébé avant les 2-3 prochaines années? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est peut-être une des pires périodes pour vendre le club, là. C'est-à-dire que tu as des droits télé qui se sont complètement cassés la gueule. Quand la Ligue 1 valait plus d'1 milliard, vendre le club, bah, t'avais un vrai écosystème, en tout cas, à côté en Ligue 1, etc., qui pouvait faire croire à un futur investisseur qui avait de l'argent à se faire. Là, il y a les droits de télé qui se sont écoulés, la bulle qui a éclaté. Ensuite, tu as un club, l'AS Saint-Etienne, qui enchaîne les mauvaises saisons. C'est pas non plus une super pub. Donc, vendre aujourd'hui l'AS Saint-Etienne, c'est beaucoup moins malin et tu feras beaucoup moins une bonne affaire qu'il y a 2 ans ou même 1 an quand la Ligue 1 valait beaucoup plus cher. Ça, c'est une première chose. Ensuite, je pense que Roland Romeyer, et on le sait tous, il ne le lâchera pas comme ça le club parce que c'est sa raison d'exister, c'est sa raison d'être. Et que pour beaucoup de présidents de Ligue 1 d'ailleurs, hein, c'est pas le seul, hein, mais on pense à Kita, notamment à Nantes ou à d'autres. Ce sont des gens qui existent grâce à médiatiquement. En plus, Roland Romeyer, il y a un attachement viscéral à la Saint-Etienne. Ça, on ne pourra jamais lui reprocher. Il y a plein de choix qui sont faits, qui sont contraires à l'intérêt sportif, mais il y a un attachement viscéral et je pense que c'est un des principaux obstacles aujourd'hui à la vente de l'AS Saint-Etienne. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des repreneurs sérieux, des repreneurs qui sont prêts à mettre beaucoup d'argent? Parce que reprendre, ok, mais quand on voit ce qui se passe à Bordeaux, par exemple, moi, j'ai pas envie qu'un fonds d'investissement se penche sur l'AS Saint-Etienne et qu'il soit là juste pour faire de la plus-value en achetant des jeunes et en les revendant 2 ans après. Voilà, et qu'il n'y ait plus d'âme. Et quand on voit ce qui se passe à Bordeaux, à Nantes, je suis pas sûr que ce soit la solution idéale, la vente. Parce qu'on parle de vente, on imagine. Alors oui, si c'est le Qatar qui vient à Paris et qui a des fonds illimités, ok, pourquoi pas, hein. Là, ok, tu vas faire de l'argent, tu vas remplir ton palmarès. Mais quand tu es un club comme Saint-Etienne avec un bassin de population beaucoup moins dense, avec une image à l'international, c'est pas Paris, c'est pas Marseille non plus. Donc c'est une équation très 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 compliquée, hein. Très 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 compliquée. Et je pense qu'effectivement il va falloir vendre cet été, mais comme beaucoup de clubs français. Mais là encore, c'est peut-être la pire période pour vendre les jeunes parce qu'il n'y a plus personne n'a d'argent. Aujourd'hui, on est sur un marché qui s'est complètement affaissé, où les capitaux, mais même en Angleterre, hein, c'est compliqué. Donc Gourna, s'il vaut 20 millions, peut-être que tu le vendras que 12 cet été. Donc c'est déjà très chouette d'avoir vendu Fofana à ce prix-là l'été dernier, hein. C'est franchement une soupape de sécurité et une vraie bouée de sauvetage. Et toi, Rémi, t'arrives à imaginer un autre modèle pour la SSE que simplement la revente de joueurs, ou tu penses que c'est ce à quoi on est condamné aussi pour les prochaines années? Malheureusement, pour l'instant, au vu des classements là, de ces 2 dernières saisons, on est un peu dans cette obligation-là. Si on, si on terminait même rien que première partie de tableau, je pense que la donne serait différente et qu'on pourrait justement garder nos pépites un peu plus longtemps. Sauf que là, depuis 2 ans, c'est catastrophique et on est dans l'obligation de vendre pour rattraper les erreurs sportives. Mais même si tu termines 8e, tu es obligé de les vendre. Parce qu'aujourd'hui, c'est la crise, en fait, c'est la crise. Tu remplis plus ton stade. Tu as des droits télé qui se sont cassés la gueule. Et t'as un déficit structurel chaque année qui est à hauteur de plusieurs dizaines de millions.
t'as pas d'argent qui rentre. Donc même si tu termines 7e, 6e, 8e, il faudra vendre quoi qu'il en soit. Moi, je pense que le projet Puel, en tout cas, c'est-à-dire de reconstruire sur des jeunes, mettre l'accent sur le centre de formation, il n'y a que comme ça que tu peux t'en sortir. Ouais. Il n'y a que comme ça que tu peux t'en sortir. Ça, c'est une certitude. Parce que en ayant une espèce de source intarissable où tu sors des jeunes toutes les années. Voilà. Et si cette source, elle se tarit, en revanche, ça va devenir compliqué. Et en achetant à des postes que tu n'as pas chez les jeunes. Voilà. Alors oui, tu finiras pas sur le podium, mais je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, c'est une chimère de la Ligue des Champions, etc. C'est très très loin. Mais il faut bâtir, à mon avis, sur du neuf. C'est la seule solution. Alors messieurs, il nous reste moins de 5 minutes, donc je vous propose qu'on passe à la dernière partie de cette émission. On va parler du prochain match qui nous attend, le match contre Bordeaux. Dans le chat, vous pouvez d'ores et déjà nous mettre un petit peu vos pronostics, ce que vous imaginez pour le match de la semaine prochaine. On a vu donc que Bordeaux, cette semaine, ça avait été compliqué face à Strasbourg. Ils ont perdu 3-2 et ils étaient menés 3-0. Donc ça a été une soirée assez compliquée. Notre ancien joueur, Paul Bass, a lui fêté ses 200 matchs en Ligue 1. Comment vous l'imaginez, ce match qui aura d'ailleurs probablement, comme on le disait tout à l'heure, Étienne Green dans les cages? Rémi, t'en penses quoi, toi? Moi, je pense très clairement qu'il faut qu'on enfonce Bordeaux, hein. Là, Ouais. sur les 7 derniers matchs, ils sont à 5 défaites, un match nul et une victoire qui était contre Dijon. Donc là, si on les gagne, on passe devant eux, on les, on les relègue à la 15e place ou voire peut-être un peu plus bas. Nous, justement, on ferait un petit bond en avant. Donc c'est vraiment le moment là de passer la deuxième, enfin enchaîner après un bon match et réaliser 2 bons matchs de suite avec une grosse victoire sur l'équipe justement de notre ancien staff composé de Gasset et Printemps. Et en 4-3-3 avec Aouchiche titulaire? Euh, Peut-être pas Aouchiche titulaire, mais le 4-3-3 toujours, oui. Ok. Martin, qu'est-ce que... Ah, attends, tu nous as pas donné de prono, Rémi, tu nous as pas donné de prono, il faut se mouiller. Ah bah mon prono, là, vu que cette saison on n'a pas mis jamais, il me semble de mémoire, enfin c'est même sûr, plus de 2 buts dans un match. Donc là, j'aimerais vraiment pour enfoncer Bordeaux et qu'on puisse espérer une meilleure fin de saison, un bon 3 ou 4-0, des buts, du spectacle, et je serais ravi. Et Amouma qui a si possible son but d'anniversaire un petit peu en retard. Voilà. Martin, t'en penses quoi, toi, au niveau du pronostic? Moi, à Bordeaux, je pense que c'est l'équipe qui a la plus la tête dans le sac de toutes les équipes de Ligue 1. Il y a des dissensions internes, il y a des joueurs qui jouent pas le jeu. Ça tire dans les pattes en conférence de presse. Enfin, c'est typiquement l'équipe en fin de cycle total. Je pense que on en parlait tout à l'heure, les actionnaires, rien ne va à Bordeaux. Absolument rien ne va et ça se voit sur le terrain. Après, le problème des Verts, c'est que ça se joue à Geoffroy Guichard et que Geoffroy Guichard, c'est très compliqué ces derniers temps. Et les Verts sont très, très bons à l'extérieur, beaucoup moins à domicile. Et ils ont souvent raté justement ces petits virages qui te permettaient d'enchaîner. Il n'y a qu'une fois où ils ont enchaîné 2 victoires de suite en Ligue 1. Il me semble que c'était en février, là. Hormis le début de saison, je crois que c'était Metz et Rennes, hormis les 3 victoires initiales du début de saison. Pronostic, je dirais quand même victoire, les 2-1, parce que Bordeaux va vraiment, vraiment très mal. Allez, une petite victoire de 1, franchement, on prend totalement. En plus, même, tu as raison de préciser qu'à domicile c'est compliqué, mais il faut aussi préciser que Bordeaux est plutôt une équipe qui nous réussit pas trop mal ces dernières années. On a souvent eu des bons résultats contre eux. Pierre, toi, tu l'envisages comment ce match, sachant qu'il y aura aussi les retrouvailles avec Jean-Louis Gasset qui a l'air d'être passablement fatigué. Il était déjà en partant de chez nous et il a l'air de l'être encore plus actuellement. Alors moi, pareil, première chose que j'attends de ce match, ce sont les 3 points pour quasiment valider notre maintien. Après, on est à un moment de la saison, la manière, je m'en fous. Il faut les 3 points, il faut capitaliser. Il nous reste 3 matchs abordables, donc Bordeaux, Brest et Dijon. Donc pour moi, c'est vraiment, vraiment important de prendre les 3 points sur ce match. Au niveau de la composition, je change pas une équipe qui gagne, donc je ferai exactement la même chose que contre Nîmes. Je laisserai Amouma sur le banc et je le ferai rentrer en tant que joker pour faire souffler Kazri. Et pour le prono, je dis 1-0, but sur la fin de Romain Amouma. Ok, super. Bon, bah, on a des chroniqueurs et un invité qui sont optimistes. Le chat, ils sont plutôt optimistes ou pas?
Les gens veulent absolument qu'on finisse Bordeaux et qu'on valide le maintien sur ce match-là, qui serait sûrement un match décisif en cas de victoire. Mais bon, il y a quand même de la nuance sur le fait qu'à domicile, cette année, sans les supporters, on n'est peut-être pas aussi efficace qu'on devrait l'être, et qu'on a quand même pas mal de points perdus à la maison. Donc méfiance. C'est étonnant que le chat ait envie de finir Bordeaux, c'est quand même nos copains les supporters bordelais. Supporters bordelais et stéphanois, ça s'entend bien. Il y a pas de pitié à ce moment-là de la saison, je crois. Ouais, on est d'accord. On est d'accord, il n'y a pas de pitié à ce moment-là. Bon, bah écoutez, merci messieurs. On a évidemment enregistré l'émission comme ça. On pourra ressortir les pronostics s'ils sont bons et s'ils ne sont pas bons. Merci beaucoup Martin pour ta présence. Merci Rémi, merci Pierre, merci Kevin. Merci Merci également... à tous. à notre graphiste qui nous a fait des nouveaux visuels, donc j'espère qu'il vous a plu. Si jamais il vous a plu, alors j'ai perdu son nom, je l'avais noté tout à l'heure. Mince. Corentin. Merci, qui nous a fait les visuels. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à lui dire, ça lui fera plaisir. Nous on se retrouve la semaine prochaine en espérant à nouveau débriefer une victoire. Merci à tous d'avoir été présents, vous aussi sur le chat, et puis on se dit à très vite. Salut tout le monde. Salut, bonne soirée. Bye. Salut. Salut. C'est Tony qui va pouvoir déborder, peut centrer.